Mes amis, bien le bonjour. Durant les années 60, l'aviation fit un bond technologique extraordinaire. On passa de cette aviation des années 40-50, qui évoluait surtout avec des avions hélices, où le moindre vol se terminait avec un nombre incroyable d'escales, de sauts de puce littéralement, à une aviation qui évoluait avec des appareils à haute performance, appareils à réaction, qui était capable de voler au-delà des 10 000 mètres d'altitude, qui était capable de voler à une vitesse qui n'était pas très loin, qui était à 75-80% de la vitesse du son, et pouvait traverser des continents, des océans, en toute agilité, sans avoir besoin d'escales nombreuses et variées. Ceci, bien sûr, ne se fit pas sans un certain nombre de problématiques. D'autant plus que on est dans un univers économique compétitif. Les avions sortaient à qui mieux mieux. Si on regarde le DC-8, le DC-10, le 707, le 47, le 27, le 737, tous ces avions sont sortis des fois littéralement à des mois les uns des autres. Il fallait arriver sur le marché vite pour damer le pion à la compétition. Dans ce sens, fatalement, on fit un certain nombre d'erreurs liées à la précipitation. Les premiers Boeing 737 qui sont sortis des chaînes de Boeing n'étaient pas, en termes de solidité, avaient quelques problématiques. En particulier, quand il s'agissait du vieillissement, ils pouvaient subir un vieillissement un peu prématuré par rapport à l'idée que se faisait le constructeur, mais également les autorités de régulation comme la FAA. Il y avait un certain nombre de tests qui étaient faits, qui semblaient sur l'instant simuler de manière assez valable le cheminement ou la vie de l'avion. On ne pouvait pas le tester pendant 20 ans. Ça, c'était les exploitants qui allaient le faire voler pendant 20 ans. Mais ce qu'on pouvait faire, c'était lui faire subir un certain nombre de tests accélérés pour voir un petit peu à quel moment il va céder, à quel moment il va se fissurer, à quel moment il va dire j'en peux plus. Ces tests-là, sur les premiers de série, n'étaient pas complètement, on va dire, réalistes. Alors, on a une compagnie aérienne qui s'appelle Aloha Airlines. C'est une compagnie qui opère à Hawaï, l'archipel d'Hawaï. Et cette compagnie va avoir une manière très particulière d'exploiter des avions. Alors, premièrement, c'est un des premiers clients du 737. Ça veut dire que ces Boeing 737-200 sont parmi les premiers qui sont sortis des chaînes de montage. Ça veut dire que, comme on dirait dans le monde du logiciel, c'est des bêta-testeurs quelque part. Parce qu'ils ont un avion qui n'a pas encore maturé. À ce stade, il n'y a pas encore un retour d'expérience suffisant pour que Boeing réalise peut-être les erreurs qu'il a dû faire ici et là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point est lié même à la géographie de l'archipel de Hawaï. Hawaï, c'est un État américain, un des derniers, le dernier à avoir rejoint. Il a rejoint l'Union en 1959. Et en fait, il est composé d'un certain nombre d'îles. Et la façon la plus rapide d'aller d'une île à l'autre, c'est de prendre l'avion. Sauf que les îles ne sont pas très distantes les unes des autres. Ceci donnera quoi? Ceci donnera des vols extrêmement courts, répétitifs et très courts. Donc les avions décollaient le matin, faisaient un nombre incalculable de vols et rentraient le soir. Cette manière d'exploiter le 737 était assez unique à cette compagnie aérienne. Ça veut dire, là où les autres compagnies décollaient pour faire 1h30, 2h, 3h de vol, la durée moyenne du vol chez Aloha Airlines était de 23 minutes. En d'autres termes, c'était la compagnie qui avait les avions qui avait fait le plus de cycles au monde. Quand on dit un cycle, on parle d'un décollage et d'un atterrissage, un vol. Parce que les avions vont vieillir pas uniquement selon le nombre d'heures de vol qu'ils font, mais vont vieillir aussi en fonction du nombre de cycles. Parce que chaque fois qu'un avion décolle, il est pressurisé, donc on va soumettre la cellule de l'avion
à de la pression par rapport à la pression extérieure. Et donc, ceci va créer un effort assez élevé sur la structure de la cellule. Plus on fait de cycles, plus on va faire vieillir la cellule. Donc, l'avion dont il s'agira aujourd'hui, qui a fait le vol Aloha 243 ce 28 avril 1988, c'était un 737-200 qui avait 35 000 heures de vol, qui en soi n'est pas rédhibitoire, mais il avait fait 90 000 cycles, ce qui est énorme. Aloha Airlines, c'était le deuxième au monde, si on parle en termes de record, c'était le deuxième au monde en termes de nombre de cycles. Et d'ailleurs, le premier au monde était un autre 737-200 qui, devinez, appartenait aussi à Aloha Airlines. Bien entendu, Aloha Airlines s'était ouvert auprès de Boeing qui ont dit non, vous inquiétez pas, tout ira bien, l'avion est fait pour ce genre de choses. Et en plus, il y avait un raisonnement qui avait été fait à l'époque en se disant que vu que l'appareil fait des vols assez courts, ça veut dire qu'il n'arrive pas à une altitude de croisière aussi élevée que d'autres avions. Ça veut dire qu'en général, il montait au niveau, entre 150 à 250, au lieu de monter au niveau 330 et autres. Il montait relativement, l'altitude de croisière était relativement basse, on va dire. Ça veut dire qu'il n'atteignait pas le différentiel de pressurisation maximale. Ça veut dire qu'un cycle chez Aloha Airlines, on peut dire, si on veut raisonner comme ceci, ne vaut pas vraiment un cycle chez une autre compagnie aérienne. Est-ce que ce raisonnement est valable ou non? On va voir. Autre problème. Chez Aloha Airlines, les techniciens n'étaient pas très bien entraînés. Pour ainsi dire, beaucoup ne savaient pas trop ce qu'ils faisaient. Ils étaient recrutés, formés on the job, comme on dit. Ça signifie ils accompagnent quelqu'un qui fait le travail, qui leur explique grosso modo ce qu'il est en train de faire. Et par la suite, eux aussi vont faire le job. Et plus tard, eux-mêmes se retrouveront à expliquer à quelqu'un d'autre qui rejoindra la compagnie. Ce genre de formations sont connues pour donner des informations de plus en plus divergentes, de plus en plus fausses avec le temps. Forcément, parce que c'est du oui-dire. Hein, si on trouve un témoin qui raconte quelque chose à un autre, et puis ce quelqu'un d'autre raconte encore cette chose à une autre personne, sur la durée, on finira avec un message qui est passé à travers beaucoup de personnes, mais qui n'a plus rien à voir avec le message d'origine. C'est ça le problème avec la formation on the job, entre autres. Les techniciens étaient aussi sous pression opérationnelle énorme, c'est-à-dire que tous les avions d'Aloha Airlines volaient toute la journée. Donc, les techniciens recevaient les avions la nuit et ces appareils devaient décoller le matin quoi qu'il en coûte. De sorte que les opérations, on va dire, de maintenance avaient tendance à être un petit peu accélérées. Ce 28 avril 1988, pendant que les passagers sont en train d'embarquer, il y a l'un d'eux qui va réaliser que, à un moment donné, il va réaliser qu'il y a une fissure assez longue qui court sous les fenêtres, sous les hublots du 737, qui court le long du fuselage. Il va noter cela mentalement, mais il va rien dire à personne. Il va pas s'en ouvrir à qui que ce soit. Après tout, il est là avec des professionnels qui font leur job. Il n'a pas envie de se ridiculiser et leur dire votre avion est fissuré. Donc, ils embarquent. On est à l'aéroport de Hilo et ils veulent aller à l'aéroport d'Honolulu. La distance est de 188 miles nautiques. On est en train de parler d'à peu près 300 km. Les portes se ferment, 95 personnes à l'intérieur de l'avion, ils s'alignent, ils décollent. Dans le cockpit, on a un commandant de bord, c'est un gars bien expérimenté sur ce type d'avion dans cette région du monde, et à sa droite, il y a une jeune copilote. L'avion monte, il arrive à peu près au niveau 240, qui est son niveau de croisière ce jour-là, vu la distance. Ça sert à rien de monter plus haut. Il y a une hôtesse de l'air qui va défaire sa ceinture. Elle va commencer à traverser l'allée centrale pour aller vers l'arrière de l'avion.
les hôtesses de l'air sur des vols aussi courts n'ont pas beaucoup de temps. Il faut très rapidement passer à travers les passagers, parler à tout le monde, servir tout le monde, tout ça. Elles commencent à traverser l'avant de la cabine et soudainement c'est le drame. Que va-t-il se passer? Cette fissure qui avait été précédemment observée par le passager va soudainement s'ouvrir, va causer une décompression explosive, décompression qui va arracher toute une moitié de la cellule sur la partie avant de l'avion. Plusieurs mètres de cellules sont arrachés et donc l'avion se transforme techniquement en décapotable. Il tient en un seul bloc à cause du plancher et de la partie inférieure de la cellule. L'hôtesse est aspirée dans le vide, elle passe à travers le métal et les fragments de métal qui vont être expulsés donc de cette explosion-là vont taper sur différents endroits de l'avion, ils vont taper sur les ailes, taper sur les moteurs et soudainement les pilotes, eux, ne voient pas véritablement ce qui se passe. Soudainement, ils entendent une explosion et puis il y a une dépressurisation. Ils piquent pour foncer vers le bas, pour essayer d'aller vers un endroit où l'air est plus respirable, d'autant plus que sur le moment, les masques à oxygène n'étaient même pas tombés, le système à oxygène supplémentaire ne marchait pas. Et en fait, l'avion a commencé à plonger à 4000 pieds par minute et ils ont tenté de parler au contrôleur. Quand ils voulaient parler au contrôleur, le contrôleur les entendait pas, dans le sens où le bruit ambiant était tellement élevé, réaliser que l'avion maintenant est en mode décapotable, le bruit des moteurs, les bruits aérodynamiques sont à fond et puis on peut plus s'entendre. L'avion commence à descendre, à plonger donc vers la mer et il décide d'aller vers un autre aéroport. Il décide de raccourcir son vol et essayer d'aller vers un autre aéroport. Il tourne, ils ralentissent, hein, ils arrivent à une altitude un peu plus clémente, ils ralentissent à peu près 200 nœuds et ils commencent doucement à sortir les volets pour se préparer à l'atterrissage. Le problème c'est que au moment où ils commencent à sortir les volets, alors le premier cran, le premier 1 degré, ça sort, 5 degrés, ça sort. Une fois qu'ils veulent dépasser les 5 degrés de volée, ils commencent à perdre le contrôle de l'appareil. En réalité, ce qu'ils réalisent, c'est qu'à partir de 5 degrés au-delà, une partie des volets sortent et les autres ne sortent pas. De sorte que s'ils insistent à vouloir les sortir, ils finiront avec une différence de sortie de volée entre l'aile gauche et droite. Et le risque, c'est donc d'avoir un avion qu'ils ne peuvent plus contrôler et qui peut se retrouver sur le dos. Donc, à 5 degrés de volée, ils décident d'arrêter là. Ils décident que, quoi qu'il arrive, ils devront poser à la vitesse de 170 nœuds, qui est une vitesse très élevée pour un atterrissage, parce que ils pourront pas voler plus lentement que cela si les volets sont seulement sortis à 5. Parce qu'il faut savoir que plus les volets sont sortis, plus l'avion pourra ralentir. Donc, si les volets sont coincés à 5, ça voudra dire qu'il va falloir atterrir à une très grande vitesse. Continue donc leur descente. À un moment donné, ils ont la piste en vue. Vu que la vitesse est plus lente maintenant, ils commencent à échanger à peu près correctement avec le contrôleur. Et ce qui va se passer, c'est que soudainement, le réacteur numéro 1, le réacteur gauche, va montrer une fluctuation dans ses paramètres et puis il va s'arrêter. Il va s'arrêter net. Donc, on est en train d'atterrir avec un avion dont la moitié est manquante. Il y a une hôtesse de l'air qui a été aspirée dans le vide. Les volets ne sortent pas. Un réacteur est en panne. Ça veut dire que réellement, là, le sort semble rajouter toutes les quelques minutes, rajouter une nouvelle difficulté à ces pilotes. Il décide d'ignorer l'histoire du réacteur, il tente de le redémarrer, il ne redémarrera pas, il ne redémarrera jamais. Et il décide, puisqu'ils sont en face de la piste, il décide de continuer d'atterrir sur un réacteur, sur un réacteur restant. Ils continuent et ils atterrissent. Une fois qu'ils atterrissent, évacuation, les gens commencent à sauter, tout ça. Ils réalisent que, effectivement, ils ont pas mal de blessés. Il y a des gens qui ont reçu des lacérations et tout ça suite aux éclats de métal qui ont volé un peu n'importe où.
L'hôtesse est perdue, il y a les gardes-côtes qui envoient un hélico plus un navire pour la chercher, pour essayer de trouver le corps en mer. Elle est présumée morte. Ils ne la trouveront jamais. Jamais on retrouvera l'hôtesse de l'air et jamais on retrouvera le pan manquant de la cellule du 737. Cette partie qui a été arrachée ne sera jamais retrouvée. L'hôtesse est présumée morte. Lors de l'explosion, elle est passée à travers le métal. On trouvera le rapport du NTSB, on parle de manière assez illusive. On trouvera des traces de sang appartenant à l'hôtesse de l'air sur des éléments métalliques qui sont restés là. Donc il est fort possible qu'en étant éjectée, elle a été éjectée à travers le métal, en même temps que l'explosion, et elle a reçu des blessures mortelles à ce stade-là. Donc voilà, mais le corps n'a jamais été retrouvé. Par la suite, l'analyse va montrer que cet avion était un des premiers 737 fabriqués. Il était fabriqué en 1969. Là, nous sommes en 88. Il a 20 ans d'âge. Et un peu après la sortie des usines de montage, des chaînes de montage de ce modèle-là, de cet avion-là, ce spécimen-là, Boeing a changé un certain nombre de choses. Mais cet avion ne pouvait pas y bénéficier. C'est trop tard. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde le 737, c'est un tube. Hein, quelque part, c'est un tube comme ceci. C'est un tube. Ce tube, en réalité, est composé de deux demi-tubes. Un en bas, n'est-ce pas? Et un autre en haut. Qui viennent comme ceci. Alors, il y a un chevauchement. Hein, il y a un chevauchement de l'ordre de chaque côté. Hein, ce chevauchement que vous voyez ici, hein, ce chevauchement, est de l'ordre de 7,5 cm. Ça veut dire que les deux morceaux de métal, du bas et du haut, hein, la moitié du bas et la moitié du haut, se chevauchent sur 7 cm et demi. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Ils vont installer des rivets, 3 lignes de rivets et un raidisseur. Quand on regarde les images, on voit justement le raidisseur et on voit les 3 lignes de rivets. L'une des lignes de rivets passe à travers le raidisseur et à travers les deux feuilles de métal. Chaque feuille de métal fait environ 0,9 mm. Ça signifie que l'épaisseur réellement de l'avion, dans la plus grande partie de sa carlingue, est de l'ordre inférieur au millimètre. Le 727 était un peu plus épais, il faisait 1 mm. Mais le 737, il fait 0,9 mm. Alors quand on rentre dedans, si vous rentrez dedans en tant que passager, vous regardez au niveau de la porte, vous allez voir que l'épaisseur du métal est assez impressionnante. Il y a 5 mm plus même. Mais là, c'est juste au niveau de la porte. C'est un renfort, parce que la porte vient s'accrocher là. Donc effectivement, ce que vous êtes en train de voir, en réalité, ce n'est pas la cellule de l'avion. Ce que vous êtes en train de voir, c'est le cadre de la porte, qui lui est épais. Mais le reste de la cellule de l'avion, lui, c'est de l'ordre du millimètre. Alors, je vous montre. On a ici un morceau de Boeing, justement. Et en fait, si vous regardez, donc ça, c'est l'extérieur, ça, c'est l'intérieur. On a le raidisseur. Le raidisseur, il est horizontal, comme ça. Et il court tout le long de l'avion. Il va de l'avant jusqu'à l'arrière de l'avion. On en a un, à peu près tous les 25 cm, il y en a un. Tout le long. Il y en a un. Tous les 25 cm. Régulièrement, il va rencontrer une sorte de longeron vertical, qui descend verticalement, qui va croiser le raidisseur, n'est-ce pas? Qui va croiser le raidisseur. Et puis, ça va former le croisement entre les raidisseurs et ces dispositifs qui descendent verticalement, va former une sorte de structure en cage. Va structurer de grandes mailles, n'est-ce pas? Des grandes mailles qui vont se former, sur lesquelles on viendra rifter la tôle. Hein, on viendra rifter la tôle. Donc, vous voyez ici, on a 3 lignes de rivets à ce stade. Et on a, hein, vous arrivez à voir ici, on a 2 couches de métal. Et regardez l'épaisseur du métal. Hein. Regardez bien l'épaisseur du métal. C'est pas énorme. Okay. Alors, ce que Boeing a changé après cette histoire, donc ça c'est l'ancienne manière de faire. Ce que Boeing a changé par la suite, ils ont changé ceci. Ils ont rajouté une 3e couche. Ça signifie au niveau de rencontre de la moitié basse et la moitié haute de l'avion, ce qu'ils faisaient, ils ont rajouté une 3e couche de métal. Pourquoi? Parce que
ils ont réalisé que ces rivets ici, hein, ces rivets, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils fragilisaient le métal et ils causaient un effet de... le rivet avait un certain angle à l'intérieur du métal et il causait une sorte de... C'est comme s'il y avait une lame qui traversait le métal. Donc quand le métal était étiré par la pressurisation, donc la pressurisation va créer un effort longitudinal dans le sens donc de l'élongation de l'avion, tendance à élonger l'avion. Elle fait aussi un effort circonférentiel qui est 2 fois plus élevé. Et ces efforts-là, conjugués, avaient tendance, avec les rivets qui sont là, avaient tendance à créer des petites déchirures sur le métal. Ces fissures sur le métal pouvaient à terme se rejoindre. Et une fois qu'elles se rejoignent, le métal peut exploser. Boeing ne le voyait pas comme ça. Boeing savait qu'il y avait un risque de fissures. Mais par contre, des fissures qui arrivent jusqu'à maintenant. On voit jusqu'à maintenant, de temps en temps, des avions qui atterrissent avec un morceau de métal qui manque. C'est pas la fin du monde. Ça cause une dépressurisation sur l'instant. Par la suite, ils coupent un peu, ils le remplacent, rivet, puis c'est terminé. Mais Boeing pensait, dans ses calculs, que s'il y avait une déchirure du métal, qu'elle n'allait pas devenir explosive. Ça signifie, s'il y a une déchirure du métal, Boeing pensait que l'air allait sortir, donc l'air pressurisé à l'intérieur de la cabine, allait sortir à travers, et puis que l'histoire allait s'arrêter là. Ils n'avaient pas vu ce qui s'est passé avec le Aloha. C'était pas prévu, c'est par la suite que ça a été pensé. Après l'accident, justement, ça leur a ouvert les yeux. Et après d'autres accidents, parce qu'ils ont eu pas mal, avant le Aloha Airlines, ils ont eu pas mal d'histoires, pas mal de bobos avec des avions qui atterrissaient avec un morceau qui manque et tout ça. Donc, ça leur a ouvert les yeux. Mais l'histoire de la décompression explosive d'Aloha n'était pas dans les bureaux d'études, n'était pas prévue. Ce qui était prévu, c'est que ça se déchire, l'air sort, et puis, bon, on reste avec les 2 lèvres de l'ouverture comme ça, et puis c'est tout. Ils ne voyaient pas cette explosion-là. Aussi, autre problème qui avait surgi, qui avait été découvert par la suite, mais qui était aussi connu, il y a même eu des notifications de la part de la FAA et tout ça à son sujet, c'est que ces 2 plaques-là, pour pouvoir les placer les unes contre les autres, il va falloir vraiment les nettoyer. Donc il y a plusieurs bains de produits chimiques qui les nettoient pour s'assurer que réellement par la suite elles peuvent adhérer l'une à l'autre sans qu'il y ait d'impureté ou quoi que ce soit entre les deux, ou d'humidité captée ou autre. Le problème, c'est que le mécanisme a été, la manière qu'ils utilisaient pour souder le métal a été améliorée à 2 ou 3 reprises depuis que cet avion avait été fabriqué. Comme il volait au bord de la mer, n'est-ce pas, il était soumis à un air chargé de sel. Ça signifie qu'à toute chose égale, la corrosion était bien plus présente sur les avions d'Aloha Airlines que sur d'autres. Ces avions passaient leur vie, tout leur vol, tout leur stationnement, tout le temps, jour et nuit, au bord de la mer. Et donc au bord de la mer, on sait que le métal va subir de la corrosion. Alors si, comme l'adhérence entre les pièces n'était pas parfaite sur ce modèle-là, ce qui se passait, c'est qu'on avait de la corrosion qui pouvait arriver à l'intérieur entre les 2 plaques. L'oxyde de métal, généralement, a un volume plus élevé que le métal lui-même, et ceci va donc créer une pression énorme qui a tendance à séparer les 2 feuilles de métal et qui a tendance à faire éclater donc ce que vous voyez ici, les rivets que vous voyez là. D'accord? Donc voilà, ça, l'avion a été envoyé à la poubelle, n'est-ce pas? Il a été découpé à la scie et puis balancé aux ordures, hein, c'était fini. La dame qui a disparu en vol, on l'a jamais retrouvée. La commandante de bord, la copilote a été rapidement après cette histoire, a été rapidement promue à commandant de bord. Elle est devenue commandant de bord et c'était la première femme à devenir commandant de bord sur 737. Mais elle l'a payé, hein, elle a payé son initiation au poste de commandant de bord en passant à travers cette tragédie et ce vol qui a failli extrêmement mal se terminer. Voilà mes amis, merci d'avoir écouté cette vidéo jusque-là et puis on se voit dans une prochaine.